Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mardi 15 novembre, Nathalie Kosciusko-Morizet était à Nîmes cet après-midi. La ministre de l'écologie s'est notamment prononcée sur la prévention des inondations. La future ferme solaire de Beaucaire dénoncée par les jeunes agriculteurs alors que l'option photovoltaïque séduit certains exploitants agricoles. Et puis la colère des chauffeurs de taxi ce matin devant l'aéroport de Montpellier. Ils dénonçaient notamment la concurrence des taxis low cost. Puis on terminera avec des images de la 5e édition du Cévennes GT2i classique. Le rallye de véhicules historiques a pris son départ à Ganges ce week-end. Les suites du feuilleton de l'A9 tout d'abord et de son dédoublement aux abords de Montpellier. Le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts viennent de conclure un accord programmatique national en vue des élections législatives 2012. Un accord qui prévoit notamment de réétudier certains projets d'infrastructures liés au transport. L'A9 en fait partie. Ce réexamen prendra en compte des critères environnementaux cette fois-ci. L'accord, même s'il ne stoppe pas le projet de dédoublement en cours, risque de mettre dans l'embarras les élus socialistes locaux largement favorables au dédoublement de l'autoroute A9. On y revient dans notre édition de demain. Après Claude Guéant et Frédéric Lefebvre hier, c'est aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'est rendue en Languedoc-Roussillon. Tout comme pour le ministre de l'Intérieur, cette visite fait suite aux intempéries qui ont touché une grosse partie de la région début novembre. La ministre de l'écologie a notamment visité le chantier des Cadereaux à Nîmes, un dispositif destiné à diminuer l'impact des inondations dans la ville. Compte rendu de la visite, Olivier Michel. Visite éclair pour Nathalie Kosciusko-Morizet qui aura passé 2 heures en terre gardoise. Une visite débutée par une présentation du programme Cadereaux sur le chantier de l'avenue Pompidou. On est donc en train de terminer l'aménagement intramuros du Cadereaux d'Alès de façon à protéger à peu près 40% de la ville. La ministre s'est ensuite rendue au sein de la DDTM, au service de prévision des crues. C'est un service qui a vocation donc sur un grand territoire qui correspond en fait au delta du Rhône globalement, d'assurer une surveillance des cours d'eau, de prévoir l'évolution de la situation en termes de crues et d'informer donc les responsables de la sécurité pour qu'ils puissent agir de façon adéquate pour la mise en sécurité des biens et des personnes. S'en est suivi une rencontre avec les élus. Parmi les thèmes abordés, la difficulté de la mise en place des PPRI, plans de prévention du risque inondation. Ce serait plus simple pour moi d'ouvrir tout à l'urbanisation en tant que ministre du Logement. Mais je ne peux pas méconnaître le risque qui existe dans certaines zones. Et quand le risque en plus est passé par là, par le passé, comme à Nîmes, on est obligé d'être très vigilant. Autre point abordé, l'évolution du système d'alerte en cas d'intempéries. Météo France a ainsi présenté l'APIC, avertissement plus intense pour les communes. Le but est de prévenir le plus rapidement possible un élu qu'un phénomène pluvieux qui est en train de se produire chez lui dépasse un certain seuil de criticité. L'APIC sera un service gratuit de Météo France pour les collectivités, mise en service prévue en début 2012. Et les jeunes agriculteurs du Gard ont saisi l'occasion pour interpeller la ministre. Le syndicat agricole dénonce notamment la création d'une ferme solaire à Beaucaire, une centrale photovoltaïque de 700 hectares, du gaspillage de terres arables pour ces paysans militants. Mais tous les exploitants agricoles ne partagent pas cet avis. Il faut dire que l'option solaire est bien plus rentable que la culture de ces terres. Les explications avec Franck Chassagnan. Ces terres agricoles entre Beaucaire et Fourques sont réputées pour être d'une qualité exceptionnelle. Pourtant, une partie de ce territoire pourrait bien accueillir prochainement une ferme photovoltaïque. Ce projet est dévoilé au mois de janvier dernier par EDF Énergie, soutenu par la ville de Beaucaire et la Chambre d'agriculture, divise aujourd'hui les agriculteurs du secteur. Le projet comprend 700 hectares au total, ce qui fait environ 1000 terrains de football pour schématiser. Au moment où il devient difficile de se nourrir pour certains, il faut se poser des questions. Sandrine a repris il y a quelques années l'exploitation familiale. Elle cultive du blé, du riz ou encore de la luzerne. 150 hectares de terre en fermage, juste de quoi vivre. Même si les fins de mois sont parfois difficiles, Sandrine ne veut pas céder à l'appât du gain. Je suis outrée qu'on joue sur la misère agricole pour proposer à certains agriculteurs une porte de sortie financière. Et alors que j'aimerais qu'on trouve d'autres solutions pour le milieu agricole. Et en fait, je suis outrée que toutes ces terres-là partent en photovoltaïque au sol. Parce que je ne suis pas contre le photovoltaïque, loin de là, mais pas dans ces terres-là. Aujourd'hui, EDF Énergie, initiateur du projet, promet de reverser 3 000 € par hectare par an sur une période de 25 ans aux propriétaires de la terre. Alors que dans le meilleur des cas, un hectare de terre cultivée ne rapporte que 300 € par an. Alors certains agriculteurs du secteur se sont laissés tenter.
On n'a pas tous les frais, le gasoil, l'engrais, tout ça. On n'a pas les aléas les aléas climatiques. Donc voilà, on a une ressource financière sûre qui nous permettront de régler nos charges et nos crédits. Voilà. Du côté des syndicats, même constat, les avis sont différents. Les JA qui dénoncent cette situation ont profité de la venue à Nîmes de Nathalie Kosciusko-Morizet pour lui remettre une lettre ouverte, une lettre qui risque de rester morte. C'est pas un sujet local particulier, il y a un appel d'offres national avec des séries de lots. Simplement, sur ce projet en particulier, il y a manifestement un désaccord à l'intérieur de la profession agricole entre jeunes agriculteurs et FNSEA. Il faut qu'ils trouvent à réconcilier leur point de vue. C'est pas à moi de trancher entre eux non plus. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le projet est soumis à une enquête d'utilité publique consultable à la mairie de Beaucaire jusqu'au 25 novembre. Le préfet pourrait rendre sa décision début janvier 2012. Après l'opération coup de poing des forces de l'ordre lundi dernier dans les camps de Rome de Montpellier, 20 suspects ont été écroués hier. Ils sont accusés d'avoir dérobé et volé 400 tonnes de cuivre dans une quinzaine de départements. Un préjudice qui s'élèverait à plus de 2 millions d'euros. Les chauffeurs et artisans taxis en colère. Ce matin, une trentaine d'entre eux ont bloqué l'accès à l'aéroport de Montpellier pendant plusieurs heures. Des taxis qui dénoncent notamment la concurrence jugée déloyale des véhicules de tourisme avec chauffeurs, les VTC. Les reportages de Jean Brun. Toute la matinée, les voyageurs arrivant ou partant de l'aéroport de Montpellier ont dû marcher en raison du blocus de l'aéroport imposé par 35 chauffeurs de la Fédération nationale des taxis. En cause, le rapport Attali de 2008 et ses conséquences, notamment la création des véhicules de tourisme avec chauffeur. Ces VTC, comme l'on dit, sont encadrés par la loi. Les véhicules doivent mesurer au moins 4,80 m et intervenir uniquement sur réservation. Nous sommes mobilisés aujourd'hui parce qu'on dénonce fortement la mise en place des VTC qui nous font une concurrence déloyale. C'est pas de bonne guerre, ils n'ont aucune charge à payer, ils s'installent sur des zones franches, ils ont des aides à l'emploi, alors que nous on doit payer plein pot pratiquement pour qu'eux puissent s'installer et travailler. Et seulement nous on tire la langue et on travaille de moins en moins bien. À Montpellier, les chauffeurs de taxi dénoncent les infractions de ces nouveaux transporteurs qui auraient la fâcheuse habitude de se substituer aux véhicules sanitaires légers ou d'attendre la commande loin de leur siège social et sans preuve écrite de la dite réservation. En aucun cas, on attend le client qui sort du supermarché, comme ils font entendre, pour monter dans la voiture. Les clients appellent le call center et nous, on a disposé des voitures tout autour de Montpellier afin que la course soit le plus rentable possible. Très en colère, les chauffeurs n'ont rien lâché de la matinée, exigeant et obtenant une réunion sur place avec le cabinet du préfet. Je suis venu de nouveau écouter leurs doléances qui visent à une meilleure reconnaissance de leur métier, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer en termes de concurrence déloyale. Tout cela m'a été parfaitement évoqué par les représentants des taxis que j'ai écoutés, évidemment, c'est mon rôle. Il est aussi du rôle de l'autorité préfectorale de faire remonter leurs doléances au ministère, ce que je ne manquerai pas de faire dès cet après-midi, comme je l'ai dit à mes interlocuteurs. En attendant une réaction claire de l'État, les chauffeurs de la Fédération des taxis ont prévenu. Ils reviendront bloquer les routes s'ils ne sont pas entendus. À Montpellier, plus d'une semaine ne se passe sans l'inauguration d'un bout de la future ligne 3 du tramway. Aujourd'hui, c'était au tour du pont des Péroliers. L'ancien ouvrage trop étroit a été démoli. Après 2 ans et demi de travaux, il est aujourd'hui remplacé par ce pont de 22 mètres de large qui comprend la plateforme du tramway, 3 voies de circulation, 2 pistes cyclables et un trottoir. Je rappelle que les lignes 3 et 4 du tramway seront mises en service le 6 avril 2012. Les personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi avaient rendez-vous aujourd'hui à HandiJob. Toute la journée à l'hôtel du département à Montpellier, 47 entreprises héraultaises proposaient une centaine d'emplois. Initiative dans le cadre de la 15e semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Et parmi les 300 participants, le recruteur d'une société de transport qu'a interviewé Jean Brun. Il faut sortir du carcan où, quand on parle d'handicapés, on pense tout de suite en personnes en fauteuil roulant. Et il y a d'autres handicaps qui sont vraiment pas du tout incompatibles avec la conduite, même d'un gros véhicule comme un autocar. Donc il y a des handicaps aussi mineurs et ces gens-là ont le droit, comme les autres, de pouvoir avoir leur place dans la société. Et parmi une vingtaine de candidatures reçues aujourd'hui, ce recruteur a déjà sélectionné 3 candidats très sérieux à l'embauche.
Les salariés de la clinique du Mas du Rocher à Montpellier ont voté la reconduction de leur grève depuis hier matin. Ils dénoncent les atteintes faites à leurs acquis sociaux, notamment leurs jours de congé. La clinique fait partie du groupe médical UGCAM qui gère une dizaine de centres de soins en Languedoc-Roussillon. Et puis l'université de Nîmes a maintenant sa maison des étudiants, un bâtiment modeste installé en bordure de Pinède sur le site Vauban, un lieu dédié aux associations et aux représentants des étudiants. Les détails avec Olivier Michel. Revitaliser la vie étudiante en offrant un lieu unique de rassemblement, tel est l'objectif de la nouvelle maison de l'étudiant inaugurée sur le site de l'université Vauban. Un bâtiment modulaire dont le coût avoisine les 100 000 € et qui profitera à une douzaine d'associations et syndicats étudiants. Il n'y avait pas de locaux justement pour identifier pour les associations. Alors on leur avait donné quelques locaux de manière disparate. Donc on a pensé qu'il était intéressant effectivement de tout centraliser les lieux pour les étudiants. Un seul pain a été abattu pour la construction de cette maison des étudiants. Une maison volontairement intégrée à la Pinède, dont l'aménagement a lui aussi été repensé sous forme de projet par les étudiants en 3e année d'art appliqué. L'ensemble des étudiants se regroupent plutôt dans la cour centrale, donc l'idée c'était de remettre cet espace à leur disposition et de leur permettre de pouvoir l'occuper de manière beaucoup plus confortable. Une quinzaine de projets ont été présentés, une étude de faisabilité suivra, mais aucune date n'est encore arrêtée pour la concrétisation de l'un d'entre eux. Le HBCN va affronter Mios Biganos, son 8e de finale de la Coupe EHF, la compétition européenne de handball féminin la plus prestigieuse. Le tirage au sort a eu lieu ce matin à Vienne et les handballeuses nîmoises rencontrent donc leur bête noire. L'an passé, les joueuses du bassin d'Arcachon avaient éliminé le HBCN en demi-finale de la petite Coupe d'Europe. Autant dire que les nîmoises auront à cœur de prendre leur revanche. Match aller le premier week-end de février, retour à Nîmes la semaine suivante. Et ce soir, l'équipe de France de football rencontre la Belgique, un match amical que pourrait bien disputer Olivier Giroud, l'attaquant du MHSC, qui est rentré à la 60e minute contre les États-Unis, c'était le 11 novembre. Et pour terminer ce journal, je vous propose maintenant de revenir sur le Cévennes GT2I Classique. Le rallye de voitures historiques a pris son départ ce week-end à Ganges. Sur les routes cévenoles, des coureurs chevronnés, anciens champions et jeunes espoirs pour une course qui se joue sur la régularité et qui se dispute avant tout pour le plaisir. Et c'est un équipage belge qui a remporté ce 5e Cévennes GT2I Classique sur Porsche 911. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain, 12h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.